J'avais prévu une anecdote et je veux quand même vous la faire rapidement. On a beaucoup entendu parler tout à l'heure de la fameuse gastronomie lyonnaise. Alors, je voudrais juste mettre un petit bémol et je vais vous raconter juste une histoire. Il y a 200-300 ans, un cuisinier lyonnais s'est retrouvé avec une boule de gras de porc dans les doigts et il s'est dit ah, bon, c'est gras, ouais, mais c'est pas assez gras. Il faut que je fasse plus gras. Et là, il a une idée de génie. Il a dit ah, tiens, je vais faire griller mon gras, revenir dans de l'huile. Ouais, alors, bon, je vais vous dire, c'est bien gras. À l'époque, déjà, c'était vraiment le gras, c'est la vie. Et donc, il a pris cette boulette de gras, il s'est dit, ouais, bah, ça suffit pas quand même, parce que là, en termes biochimiques, c'est vraiment gras, mais j'ai pas optimisé la sensation de gras, le goût de graillon, quoi. Et là, il a une deuxième idée géniale. Il s'est dit, oh, ah ben, je veux le servir froid, parce que comme c'est froid, ça sera encore plus dégueulasse, quoi. Et bien ça, c'est un plat lyonnais typique qui s'appelle le graton. Et alors, si ce soir, il y en a parmi vous, il y en a qui vont dans les bouchons lyonnais, alors vraiment, je vous conseille de l'essayer parce que vous allez voir la subtilité de la cuisine lyonnaise, c'est quand même quelque chose de magnifique. Bon. Mais alors, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour introduire la nouvelle séance. Donc, cette fois, on va parler de biologie et de santé. Alors, le premier orateur, c'est Pierre Pétalongo, qui est chercheur dans l'équipe Genscale à Rennes. Et alors, Pierre est un bioinformaticien qui s'intéresse beaucoup à l'assemblage de génomes et ce qu'on s'appelle la métagénomique, donc je pense qu'il va vous en parler. Et surtout, il a fait des choses magnifiques avec l'expédition Tara Océan, et je pense que c'est ce dont il va vous parler aussi. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas très bien comment enchaîner après, après cette anecdote culinaire. Donc oui, effectivement, moi je viens de Genscale à Rennes et je voulais juste compléter ce que disait Eric tout à l'heure sur le plaisir de faire de la recherche. Je pense qu'il y a le plaisir de la transmettre aussi. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc je suis très content d'être ici aujourd'hui et j'espère que ce que je vais vous raconter va vous plaire. Et alors je vais commencer par vous présenter un tout petit peu. Je pense qu'il faudra couper le son parce que ça va être compliqué sinon. Après, Ouais. Donc à Lyon, les ordinateurs rament un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc l'histoire que je vais vous raconter, l'histoire algorithmique que je vais vous raconter, elle est née du projet Tara Océan. Alors on l'a pas trop vu, mais c'est un voilier magnifique, c'est une goélette, donc un bateau à deux mâts, qui fait le tour du monde. Actuellement, elle est entre Roscoff et Saint-Malo. Elle va atterrir normalement ce soir ou demain. Et ce bateau a fait le tour du monde et a récolté plusieurs milliers d'échantillons d'eau de mer. Donc on a à notre disposition quelques milliers d'échantillons d'eau de mer qui ont été filtrés, on récupère le plancton, et on va s'intéresser à la génomique de ces échantillons. Donc pour aller un tout petit peu dans l'algorithmique, je vais devoir vous expliquer justement ce que tu mentionnais sur le séquençage. Le séquençage, pour que ce soit clair pour tous, c'est ce qui consiste à prendre des cellules vivantes et à les donner à ces machines qu'on appelle des séquenceurs, et en sortie, on obtient le génome de l'individu qui a été séquencé. Pour rappel, le génome humain, c'est 3 milliards de caractères, donc on espère qu'à la sortie de ces séquenceurs, on obtienne une séquence de 3 milliards de caractères sur l'alphabet A, C, G et T, qui représentent les bases contenues dans l'ADN. Dans la pratique, c'est pas vrai. Dans la pratique, en fait, les séquenceurs sont pas capables de lire les molécules d'ADN en entier. Ils sont capables de lire des tout petits morceaux. Donc là, je les ai représentés vraiment petits, mais en pratique, c'est quelques centaines de caractères. Ces petits morceaux, on les appelle des lectures ou des rides. Et en sortie de séquençage, on a quelques centaines de millions, voire milliards de ces lectures. Donc c'est vraiment des fichiers au format texte, avec quelques centaines de millions de lignes. Et pour chacune de ces lectures, la grosse difficulté, c'est qu'on n'a aucune idée d'où elles proviennent sur le génome. Donc on ne connaît pas leur position, on ne connaît pas leur orientation, l'ADN peut être lu dans les deux sens, et elles comportent des erreurs de séquençage. Donc là, vous avez un petit peu mon quotidien, c'est d'essayer de faire parler ces jeux de données-là, essayer de donner du sens biologique à ces jeux de données-là. Et on va aller un tout petit peu plus loin encore dans la complexité, parce que dans le contexte de Tara Océan notamment, on ne parle pas de génomique, mais de métagénomique, parce qu'on séquence non pas un individu, mais on séquence un milieu entier, par exemple un verre d'eau de mer. Et donc, chacune des lectures qu'on obtient
non seulement elles ont tous les problèmes que j'ai cités avant, mais en plus, on ne sait pas à quel individu elles appartiennent. Donc là, j'ai rajouté des couleurs parce que chacune de ces lectures appartient à un individu, disons une couleur, mais on ne sait pas auquel il appartient. Qu'est-ce qu'on fait généralement avec des jeux de données métagénomiques comme ça? Il y a deux gros traitements qui sont faits habituellement. C'est soit d'essayer de les assembler, c'est-à-dire de trouver des morceaux qui se chevauchent entre ces lectures. Donc deux morceaux peuvent se chevaucher, donc on peut les assembler ensemble à la manière d'un puzzle, et de recréer, comme on le voit ici, l'ensemble des séquences qui étaient originalement dans notre jeu de données. Donc on peut imaginer ça comme prenez un puzzle de quelques centaines de millions de pièces, vous prenez maintenant 1000 puzzles de quelques centaines de millions de pièces chacun, vous les mettez dans un gros sac, vous mélangez, et vous essayez de refaire les puzzles. C'est ce qu'on appelle l'assemblage métagénomique. Si on a la chance de disposer de génomes pour lesquels on connaît déjà la séquence, qu'on appelle donc des génomes de référence, ce qu'on peut faire, c'est essayer de comparer, par exemple ici, une lecture à un génome pour voir quelles sont les espèces présentes dans notre métagénome, essayer de voir les petites différences ponctuelles pour en tirer de l'information. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, dans le cas de Tara Océan, donc je vous le rappelle, on avait à peu près 2400 échantillons, ça représente 330 milliards de pièces de puzzle, 330 milliards de lectures. Et au début du projet, quand les gens de Tara Océan sont venus nous voir, en fait, ils ont essayé d'assembler leur RID, comme on l'a vu juste avant, et moins de 5% des RID trouvaient au moins un autre RID avec lequel s'assembler. Donc autrement dit, on était parfaitement incapable de reconstituer les puzzles. Et là où c'est encore presque plus frappant, c'est qu'il y avait moins de 10% des RID qu'on avait dans nos jeux qu'on était capable de comparer à des génomes déjà connus. En extrapolant un peu, on peut se dire que 90% des données qui étaient présentes dans les océans, on n'avait aucune idée de ce que c'était, aucune idée de quelles espèces il s'agissait, et on n'avait pas de génome de référence pour celles-ci. Voilà, c'était le début d'une thèse. On pensait qu'on allait pouvoir faire de l'assemblage, on pensait qu'on allait pouvoir proposer des solutions assez classiques, et finalement pas du tout. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? Là, c'est mon thésard, là, vous pouvez voir. Et donc on s'est dit un truc assez simple. On n'a pas un jeu de données, on en a plein. Je vous ai dit, on en avait 2400 à peu près. On va proposer un truc hyper simple, ça va être de comparer les jeux de données. Vu qu'on n'est pas capable d'aller finement chercher les différences ponctuelles ou de lister les espèces présentes dans ces données-là, on va donner une mesure globale qui va permettre de comparer chaque paire de jeux de données l'une à l'autre pour essayer de voir lesquelles sont plus similaires et lesquelles sont plus différentes les unes par rapport aux autres. Et alors ça peut paraître simple, et c'est ce qu'on a implémenté dans divers outils. Le plus abouti s'appelle SIMCA, et notre but c'est de prendre deux échantillons et d'estimer une mesure de similarité entre ces deux échantillons. Alors peut-être que je vais vous perdre là, parce que vous allez vous dire, il me raconte un truc super facile, il suffit de comparer les séquences une par une et puis de voir à quel point c'est similaire. Eh bien oui, c'est pas complètement faux. Alors ça c'est le transpa qui est long à charger, je crois. Mais que je vais anticiper, c'est pas grave. Ah non, c'est pas celui-là, et en plus il m'intéresse pas beaucoup celui-là, mais c'est pas grave. Juste pour le faire parler, ce transpa, donc si on est capable d'avoir une mesure de similarité entre une paire de verres d'eau, et qu'on fait cette mesure de similarité pour toutes les paires de verres d'eau présentes dans nos échantillons Tara Océan, on est capable de dériver ce genre de matrice, où en vert on voit, enfin chaque case, c'est à quel point deux échantillons sont similaires. Et donc on peut voir des grandes zones, par exemple ici, ou là, ou des choses qui sont plus inattendues, comme ici, où des échantillons vont être très similaires par rapport à d'autres. Et donc à partir de ça, on va pouvoir dériver tout un tas d'explications biologiques. Les océanographes vont s'emparer de ces résultats-là pour faire parler les données et avoir enfin accès à de l'information génomique. Et donc je reviens à la méthode, donc je fais un petit focus algorithmique, j'espère que je vais vous intéresser. Donc l'idée classique qu'on peut avoir, c'est se dire, je vais comparer chacune de mes lectures de mon premier jeu de données à toutes les lectures du deuxième et ainsi de suite. Et en admettant qu'on soit très rapide pour faire ça, j'ai mis je crois un 10 millionième de seconde pour comparer deux de ces lectures, si on veut comparer deux jeux de données, ça prend à peu près 32 ans de calcul. Donc là, au niveau impact environnemental, en plus, on n'est pas terrible. Et si on veut comparer tous les jeux de données de Tara Océan, on peut compter en centaines de milliers de siècles.
Donc évidemment, on a cherché à proposer quelque chose de plus efficace et on s'est rabattu sur une idée très simple, qui est très utilisée en bioinformatique, c'est de se dire que si deux séquences sont similaires, plutôt que de chercher à calculer leur similarité, on va se rendre compte que ces deux séquences partagent des mots exactement. Donc c'est une idée hyper simple, comme je vous le disais. Et par exemple, les deux séquences qui sont là, elles partagent deux mots de taille 5, ils se chevauchent, c'est GATCC qu'on trouve là et ATCCT qu'on trouve à la position suivante. Ces deux-là se chevauchent. Donc sur cet exemple, j'ai pris des mots de taille 5, mais on va prendre des mots plus grands, en général, de l'ordre de la vingtaine ou une trentaine de caractères. Ces mots de taille K, on les appelle des camères. Donc si je parle de camères, après, soyez pas effrayés, c'est juste un mot de taille K. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va prendre cette information dans l'autre sens, on va dire, on va compter le nombre de camères qui sont partagées entre des séquences pour avoir un proxy de la similarité de ces séquences-là. Et vu qu'on n'est pas capable de descendre à l'échelle de la lecture, plutôt que de comparer chaque paire de lectures, on va comparer carrément, brutalement, tous les camères de deux échantillons. Donc par exemple, ici j'ai représenté des camères. En orange, c'est ceux qui sont partagés par nos deux verres d'eau. En rouge, c'est ceux qui sont spécifiques à A. Et en vert, c'est ceux qui sont spécifiques à B. Et puis, à partir de ça, on a des méthodes assez classiques de calcul de distance écologique, comme la distance de Jacquard. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des distances extrêmement simples qui permettent de comparer ce qui est en commun par rapport à ce qui est spécifique. Ok, donc là on a déjà bien avancé dans notre problème, et donc ce qu'il nous faut, c'est ce type de matrice qui nous dit, notre premier camère, là, K1, il est présent 12 fois dans le premier échantillon, 11 fois dans le deuxième, c'est la première ligne là-haut, etc. Et on a son nombre d'occurrences dans chaque un de nos 2400 échantillons. Alors déjà, c'est pas facile à obtenir, ce genre de choses, et en plus, cette matrice-là, elle est gigantesque, parce que des camères, on en a quelques centaines de milliards. Des jeux de données, on en a quelques milliers, et donc si on doit représenter cette matrice, ça prend plusieurs centaines quelques milliers de téraoctets. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais peut-être zapper ça parce que c'est un peu technique, mais ce qu'on va dire, c'est qu'on a proposé un outil qui s'appelle donc Simca, qui est optimisé de partout, qui est parallélisé, etc. Et bon, là c'est un peu moins glamour, c'est sur les échantillons intestinaux humains, mais c'est aussi quelque chose d'intérêt. Par exemple, ici, sur à peu près 700 échantillons, 32 milliards de rides, on peut avoir la matrice dont je vous parlais tout à l'heure en moins de 24 heures, et avec des consommations mémoire et disques qui sont acceptables. Et alors pourquoi j'ai été contacté pour cette session, c'est plus pour parler de Tara Océan, qui est un petit peu plus sexy. Alors ça, c'est des résultats qui sont en cours de production, de diffusion et de publication. Et alors, ce que je trouve absolument génial, c'est que nous, on a proposé l'outil, et puis derrière, il y a des océanographes là, de Tara qui travaillent là-dessus et qui ont été capables de définir ce qu'on a appelé des provinces génomiques, où on a regroupé ensemble des grandes zones géographiques qui comportent des informations génomiques similaires. Alors évidemment, il va falloir définir ce que c'est que la similarité, etc. Mais si on regarde sur cette carte-là, on peut se rendre compte avec le code couleur qu'il y a des zones qui sont très spécifiques. Par exemple ici, tout ce qu'on va retrouver en rouge, là, qui est appelé le numéro 6, c'est des espèces qui sont très similaires entre elles d'un point de vue génomique. Et puis ce qu'on a juste au-dessus, à différents endroits, par exemple le 8 ici, c'est une autre de ces provinces génomiques. Donc on a pu, comme ça, découper un peu les océans par grandes provinces en fonction des profondeurs océaniques, en fonction des filtres de taille des océans, des filtres de taille des organismes qui ont été séquencés. Et donc on a cette espèce de carte de répartition des micro-organismes planctoniques. À partir de là, on peut valider des hypothèses qui étaient déjà existantes, voir des phénomènes locaux qu'on n'avait pas détectés jusqu'à présent. Et puis, on peut faire ce genre de choses. Donc là, je prends une province génomique. Étant donné que on a défini une province génomique, je prends n'importe laquelle, la 5 par exemple, telle que je vous ai présentée tout à l'heure, on est capable de voir cette province génomique à quelle propriété physico-chimique elle est associée. Est-ce qu'elle est plutôt dans les régions acides, dans les régions froides, à haute salinité par exemple? Et donc on va associer cette province génomique à son environnement. J'ajoute à ça le fait qu'on est capable de faire des projections sur l'évolution de ces propriétés physico-chimiques dans les années à venir. Donc on a des modèles qui nous permettent de prédire comment vont se répartir
ces propriétés jusqu'à la fin du siècle. Et donc, si on poursuit notre corrélation, on est aussi capable d'anticiper comment ces micro-organismes vont se déplacer, comment ces grandes répartitions de planctoniques vont se déplacer jusqu'à la fin du siècle. Donc, par exemple, c'est ce qu'on voit ici sur une de nos communautés, la numéro 5. Et on voit qu'elle est très présente dans le Gulf Stream actuellement, et qu'à la fin du siècle, elle va plus remonter en Arctique. Et donc, à partir de là, tout le travail reste à faire, hein, c'est vraiment le tout début du début, mais on va essayer de dériver des conséquences en termes de pêche, en termes d'impact écologique, en termes d'impact économique et sociétal. Et ça tombe bien, parce que j'ai terminé. Donc je voudrais vous remercier, vous bien sûr, et puis aussi tous les collaborateurs de chez nous, de Jinkel, et puis des gens avec qui je travaille. Donc il s'agit du Génoscope qui est en charge de l'analyse, du séquençage et de l'analyse de ces données-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour ce magnifique exposé. Oui, bonjour Pierre, je voulais aussi te féliciter pour la qualité de ton exposé. Dis-moi, c'est pas pour rien, je pense que les cartes marines, là, elles montrent les courants aussi. Et donc, est-ce que dans leur évolution des provinces génomiques, il y a un rapport avec le fait que la matière, elle est en gros transportée de tel endroit à tel endroit? Ils ont fait ça déjà? Alors, attends que je sois sûr de te comprendre. Il y a des courants. Ouais. Donc la matière, elle passe aussi. Oui, alors, tu parles des modèles d'évolution physico-chimique? Je parle de tes provinces génomiques. Ouais. La 5, si elle est proche d'un courant, on peut imaginer que le long du courant, on va retrouver assez souvent celle-là. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes, c'est-à-dire qu'on va retrouver des phénomènes globaux déjà connus, typiquement les courants, les zones de Poeling aussi, c'est des courants verticaux qui remontent. Donc, on a une communauté très spécifique dans ces zones de Poeling, quel que soit leur... je ne réponds pas du tout à ta question, mais j'avais envie de dire ça. Quelles que soient les zones de Poeling dans le monde, on va retrouver des communautés extrêmement similaires, que ce soit en Floride ou au sud de l'Afrique, c'est hyper intéressant. Et inversement, on a des phénomènes qui sont assez inattendus, de type dans les anneaux d'Agulas, qui sont des grands courants, mais qui circulent dans l'Atlantique Sud. En fait, on voit la communauté évoluer au fil du temps dans ces anneaux d'Agulas, même s'ils sont dans un courant qui continue le long de ce flux, en fait. Et du coup, on peut aller plus loin que ce qui est déjà connu, parce que sinon ce ne serait pas très intéressant. Et en particulier, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que c'est quelque chose qui a été un petit peu médiatisé. On a l'impression, et c'est confirmé avec ces analyses génomiques, qu'il y a des espèces qui sont ubiquitaires à la fois en Antarctique et en Arctique. Alors on se pose la question de comment c'est possible qu'elles aient pu circuler d'une extrémité à l'autre du globe comme ça. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, on a des hypothèses, mais on n'a pas de réponse vraiment formelle à donner. Mais on se rend compte que d'un point de vue génomique, on ne peut pas expliquer que ce soit deux espèces différentes. D'un point de vue génomique, en tout cas, de similarité génomique, ce sont des espèces qui sont les mêmes. Donc voilà, c'est ce genre de questions-là qui sont ouvertes. Ok. Oui ou non? Merci pour ton exposé qui était très clair. Je voulais savoir que tu as parlé des comparaisons de volume d'eau en comparant des camères. Et ces camères, tu as l'air d'utiliser des métriques qui les comparent exactement. Est-ce qu'à un moment, vous prenez en compte la variabilité de ces potentiels de ces mots? Et enfin, qu'est-ce que vous faites de la variabilité possible entre bouts de séquence? Et puis l'autre, il y a une question qui est un peu associée, c'est qu'est-ce que vous faites des espèces? Est-ce que vous abandonnez complètement l'idée de reconnaître des espèces? Ouais, là c'est vraiment une idée de passage à l'échelle. Donc toutes les sophistications possibles sur des approximations ou sur revenir à la notion d'espèce, on est à peu près obligé d'oublier. Parce que dès qu'on veut faire des choses un tout petit peu plus compliquées, vu qu'on a un nombre quadratique de lecture, un nombre quadratique de comparaisons effectuées, on part complètement dans les choux au niveau temps de calcul dès qu'on veut être un tout petit peu plus précis. Donc l'idée de ce type d'outil, c'est aussi un premier filtre, c'est de se dire je vais faire
à gros grains, là, je vais essayer de voir ce qui est vraiment très similaire, ce qui est vraiment très différent, et après on peut aller sur des méthodes un petit peu plus précises, avec de la sélection de camères, avec de la suppression de camères de faible complexité ou ce genre de choses, ou des approches plus approchées, mais on ne peut pas se permettre en fait sur de tels volumes de données, là on atteint le pétaoctet avec les données de Tara Océan, on ne peut pas se permettre d'être précis et d'aller dans des méthodes très sophistiquées.